Pour commencer cette journée, on avait envie d'inviter quelqu'un qui nous a inspirés avec son dernier livre, L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité. C'est un serial entrepreneur avec un parcours atypique. Ça a été le président du Conseil national du numérique. C'est comme l'a baptisé Fleur Pellerin, le digital champion français. J'appelle sur scène pour démarrer cette journée, pour nous parler du futur, Gilles Babinet. Bravo! Bienvenue. Bienvenue. Je t'embrasse pas parce que bienvenue, digital champion, je te serre la main. À toi, Gilles. À toi. Merci d'être là. Bon, c'est une introduction, il va falloir être à la hauteur. Et je me suis dit que, puisque c'était une journée fantastique, dont on avait parlé de choses positives, à des femmes en plus, je ne peux que vous parler de choses qui vont vous enthousiasmer. Donc je crois que je ne vous dirai pas, par exemple, que les femmes, en moyenne en France, gagnent 17% de moins que les hommes. C'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre aujourd'hui. Ni même qu'elles sont totalement sous-représentées dans les conseils d'administration. Ou encore qu'il n'y a pas un facteur qui aggrave plus la différence entre les hommes et les femmes qu'une femme seule avec enfant qui a, je crois, quelque chose comme 60% de plus de chances qu'un homme de se retrouver dans une situation de précarité, dans cette situation-là. Donc ce sont des bonnes nouvelles, je pense que vous êtes en train de les entendre, mais avant tout, je suis vraiment là pour vous parler de choses qui sont très enthousiasmantes, en tout cas, moi qui m'ont enthousiasmé beaucoup. Donc je me suis retrouvé dans cet environnement institutionnel à essayer de réfléchir au potentiel du numérique, au devenir du numérique, et je me suis dit que c'était des choses qui étaient tellement extraordinaires qu'elles méritaient d'être communiquées, ce pourquoi j'en ai fait un livre et ce pourquoi aujourd'hui je me bats pour qu'on rentre réellement dans cette société du digital. Je voudrais vous bombarder de quelques notions qui me sont extrêmement chères, que j'évoque dans ce livre. La première, c'est la notion de la foule, de la multitude, du crowd, qui est une force absolument fantastique parce qu'on la voit à l'œuvre absolument partout. Wikipédia, qui est la plus grande somme de connaissances de l'humanité, a été faite par vous. Et c'est aujourd'hui une encyclopédie. Si on la mettait en volume les uns sur les autres, elle ferait 100 mètres de haut. Et c'est l'encyclopédie qui démontre que la foule est bien souvent plus forte que les experts. Une notion que je trouve extraordinaire aussi, c'est ce que l'on voit actuellement en Afrique. En Afrique, c'est un continent qui est un continent d'innovation extraordinaire, pauvre certainement, mais avec une croissance aujourd'hui de 6% par an. Et on voit des choses comme M-Pesa. M-Pesa, c'est un système de paiement mobile et de bancarisation mobile qui fait qu'aujourd'hui, la moitié du Kenya, il y a 20 millions de personnes sur 40 millions de personnes qui ont un compte bancaire, et ça a des externalités positives extrêmement nombreuses, comme le fait de pouvoir extrêmement facilement prêter de l'argent aux gens, augmenter les assets de la banque centrale du pays, et tous les chefs d'État des pays en développement rêvent aujourd'hui de mettre en place des M-Pesa. C'est dans 40 pays du monde, et c'est en train de croître de façon phénoménale. Ça, c'est typiquement un exemple d'innovation africaine. Au-delà de ça, la croissance africaine dont je vous parlais est largement mue par le numérique. On estime que les matières premières ne représentent que 1,5% de la croissance du PIB africain. Et lorsque les économistes cherchent à qualifier cette croissance, ils considèrent que les réseaux de télécom comptent pour une très grande partie. Et au-delà de ça, maintenant, l'inclusion numérique est probablement un des facteurs de relais de croissance très significatifs en Afrique et dans les pays en développement. Il y a quelque chose dont je voudrais aussi vous parler, c'est l'éducation, donc les MOOC. Et je crois que les MOOC, entre autres choses, représentent une révolution. L'inventeur des MOOC, Sébastien Thrun, formait l'élite de la quintessence du savoir à Stanford, les gens qui faisaient de l'intelligence artificielle. Il en formait 160 par an. Il a lancé le premier MOOC, c'est le premier à avoir fait ça. Et à l'issue de la première année, il a dit « J'ai formé des gens qui ont un niveau de compétence équivalent à ceux de Stanford. Il y en a 22 500 qui ont le même niveau de compétence et ils sont partout dans le monde, y compris au Vatican, y compris dans le moindre pays, le plus petit pays africain, il y en a, et la compétence, l'expertise devient ubiquitaire, elle est répartie partout sur Terre. Et donc c'est un moment dans l'histoire de l'humanité, le moment où le savoir n'est plus lié à la notion de présence physique dans une université, même si ça va continuer.
Un autre personnage qui m'inspire beaucoup, Salman Khan, c'était un trader. Un jour, il essaye d'expliquer à sa nièce un problème de mathématiques et il n'y parvient pas au téléphone. Il lui dit « Je vais faire une vidéo, je vais te poster la vidéo et tu vas pouvoir comprendre parce que tu vas me voir sur un tableau. » Et au moment de poster la vidéo, plutôt que de l'envoyer par mail, il la met sur YouTube. Sa nièce comprend, le remercie. Et puis quand il revient quelques jours plus tard, il s'aperçoit que sa vidéo a fait plusieurs dizaines de milliers de vues, qu'il y a des commentaires très élogieux dessus. Et là, il décide de quitter son job de trader et de faire la Khan Academy à plein temps. Et un jour, alors qu'il était en train de faire ça, il reçoit une lettre très très élogieuse d'une jeune femme qui lui dit « J'avais quitté l'école et puis j'avais été exclu par le proviseur de mon école et j'ai passé beaucoup de temps sur vos vidéos et je suis retourné le voir, je lui ai dit voilà, j'ai appris des choses, et il m'a réintégré dans l'école. Et là, Salman Khan réalise qu'il peut changer le cours de l'humanité, le cours de l'éducation, et il fait un appel à dons et il reçoit de l'argent de très grands sponsors, de la femme de John Deere aux États-Unis, de Bill Gates et d'autres encore, et il développe de façon très massive la Khan Academy. Et aujourd'hui, il a 40 millions de vidéos qui sont vues par mois, une croissance de 15% par mois également, et c'est vraiment une nouvelle façon de penser le savoir. Il a écrit un livre qui est extraordinaire, The New School Room, que je vous invite à lire, sur cette thématique-là. Un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Sugata Mitra. C'est un monsieur qui a fait une expérience qui s'appelle le Hole in the Hole, un trou dans le mur. Il a mis dans un quartier pauvre de New Delhi un ordinateur avec un trou, on peut accéder à cet ordinateur par le trou, et un petit toit qui est trop bas pour que les adultes se glissent en dessous. Et il a dit aux enfants, cet ordinateur c'est une fenêtre sur le monde, il a qualifié les contenus qui étaient derrière, il y avait quand même un petit twist, et il a abandonné les enfants avec cet ordinateur. Il est revenu 3 mois plus tard, et il est tombé sur une petite fille qui lui a dit « Tu n'es pas gentil parce que tu nous as laissé un ordinateur qui ne parle qu'anglais, et nous avons dû apprendre à parler anglais pour pouvoir se servir de son ordinateur. » Et il s'est dit, il y a un biais. Je suis dans un endroit où c'est à côté de New Delhi, donc il y a forcément certains de ses enfants qui devaient parler anglais. Il emmène son expérience dans le Gujarat, dans un état pauvre de l'Inde, et il la renouvelle avec des savoirs plus compliqués, qui sont des savoirs sur les sciences du vivant. Et il dit aux enfants, cet ordinateur contient tout ce que vous pouvez savoir sur ce qui vit, et il les abandonne, et il revient pareil 3 mois plus tard. Et là, pareil, il tombe sur une jeune femme, un peu plus vieille, qui avait 13 ans, et qui lui dit « On n'a absolument rien compris. Moi, par exemple, la seule chose que j'ai réussi à comprendre, c'est que quand l'ADN se duplique, s'il se duplique mal, ça crée des maladies. » Et il comprend qu'il a inventé quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle aujourd'hui l'éducation inversée, dont on va vous parler un petit peu plus tard. Et tout ça montre qu'on rentre dans une nouvelle ère, une ère qui est faite de connaissances, une ère qui est faite d'inclusion, de collaboration, de co-création. Et toute cette révolution, eh bien, elle se déroule sous vos yeux, elle est en train de commencer. Je pense que dans le domaine de la médecine, on va voir des choses extraordinaires. Vous avez tous entendu parler du Quantify Self. On va passer d'une médecine qui aujourd'hui est post-traumatique, c'est-à-dire qu'on attend que vous soyez malade pour vous guérir, à une médecine préventive qui sera massivement faite de big data, massivement fait d'historicité de données, de réunir l'ensemble des données qui vous concernent, et également qui sera fait de co-création. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de ce monsieur, un Italien, qui apprend en sortant de chez son oncologue qu'il va avoir un cancer. Il va mourir du cancer, il a un cancer du cerveau. Et il met la totalité de l'information qu'il possède sur ce cancer en ligne. Il reçoit 8000 avis et il dit « Je veux faire une sorte de pyramide de consensus de ces avis ». Il y a des spécialistes, des gens qui ont été des malades, des gens qui sont dans les médecines alternatives. Et il réussit à faire une prescription unique. On est 8 ans plus tard, il est soigné, il est stabilisé, son pronostic vital n'est plus engagé, et ça démontre que la force du crowd, avec les forces de la data, sont des forces qui sont extraordinairement puissantes. Je pense également que dans le domaine du gouvernement, on va assister à des choses extraordinaires. Au Kenya, on est en train de mettre en place un cadastre crowdsourcé. Vous définissez le territoire qui vous appartient. Si vos voisins sont d'accord avec vous, il vous appartient. Il y a un officier qui vient enregistrer votre territoire, et ça, on le fait par Internet. Dans le domaine de la production, on voit des choses extraordinaires également. J'ai 2 amis, Thomas Landrin qui a lancé la Paillasse, c'est un Fab Lab dans le domaine des biotechnologies. Son objectif, c'est de faire en sorte que ce soit vous
et non plus Monsanto qui soit propriétaire du vivant. C'est de faire en sorte de restituer aux citoyens la propriété du vivant, la propriété, faire l'open source, l'équivalent de Linux pour le vivant dans ce domaine. J'en ai un autre qui fait la même chose avec les drones. Il dit on ne peut pas laisser ces technologies aux militaires, il faut que les technologies les plus pointues dans le domaine des engins volants et des engins automatiques, on va dire, nous appartiennent, et il fait ça également. Et je pense qu'on va assister dans le domaine des Fab Labs à la même révolution qu'on a vue dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire qu'on va passer d'une propriété qui appartenait aux grandes entreprises et aux militaires à une propriété qui va appartenir aux citoyens également dans ce domaine-là. Je crois que ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes en train d'assister à une révolution qui commence. C'est la 3e révolution industrielle. Je pense que le point de singularité, on est en train de le traverser. Et le message que je veux vous transmettre, c'est que vous, les femmes, vous êtes extraordinairement nécessaires dans ce domaine. Vous êtes nécessaires parce que Nelly Kreuz fait observer que lorsqu'on met des femmes dans le digital, on a souvent des entreprises qui réussissent mieux que les autres. Et c'est sans doute le corollaire avec le fait que quand vous mettez des femmes à la tête des entreprises, elles créent 30% de valeur, de résultats supplémentaires que la moyenne. C'est des études qui ont été réalisées par le magazine Forbes depuis des années qui démontrent ça. De même, il y a moins de conflits sociaux dans les entreprises qui sont dirigées par les femmes. Et quand il y a des femmes dans les boards des entreprises, de façon significative, la stratégie des entreprises sur le long terme est une stratégie qui est meilleure qu'ailleurs. Et puis, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude qui est sortie il y a 3 jours qui démontre qu'il n'y a pas de différence salariale entre les femmes et les hommes dans le domaine du numérique. Donc, ça démontre bien qu'on est dans un domaine où vous êtes jugé sur votre compétence et non pas sur votre particularité, sur votre genre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On ouvre une nouvelle époque. Je vous invite à vous ruer dans cette époque parce que je sais que vous allez faire des choses extraordinaires à ce titre. Et on vous attend, on a besoin de vous pour changer le monde, pour le changer tous ensemble. Merci beaucoup.